Donc bonjour à tous, je vais vous parler assez rapidement des avancées thérapeutiques en radiothérapie dans le cancer du sein. Donc une partie de ceci a déjà été exposée par le docteur Lebrun qui vous a déjà parlé donc, de la radiothérapie péropératoire. Donc on va parler un petit peu du standard de radiothérapie actuel dans le cancer du sein, après un traitement conservateur. Donc on fait 50 grès en 25 séances sur 5 semaines à l'ensemble du sein, avec, comme on vous l'a dit précédemment, un complément de dose de 16 grès au niveau du lit opératoire en 8 séances sur une dizaine de jours. Donc ce qu'on cherche en ce moment en radiothérapie mammaire, ça va être d'essayer de diminuer ces temps d'irradiation sur 6 années et demie qui peuvent paraître un petit peu longs, et de voir s'il y a des sous-groupes de population qui peuvent bénéficier justement d'une irradiation un petit peu accélérée. Donc il y a 2 gros essais randomisés qui ont été menés pour essayer de prouver une non-infériorité à la réduction de la durée de cette irradiation. Start A et Start B, donc comparaison de schéma standard, un schéma donc hypofractionné. À partir du moment où on fait moins de séances de rayon, on appelle ça un hypofractionnement. Le fractionnement étant le nombre total de séances de radiothérapie. Donc des gros essais donc, qui comparaient donc, pour chacun d'entre eux des schémas classiques avec des schémas réduits, donc au lieu de 25 séances, 13, on passait à 13 séances et au lieu de 25, on passait dans le deuxième cas à 15 séances de radiothérapie. Et on voit finalement qu'en termes de rechute locale, donc on n'avait pas plus de rechute locale dans les bras hypofractionnés, de même en survie sans maladie et encore moins en survie globale, il n'y a pas franchement de différence en faisant moins de séances de radiothérapie. Néanmoins, c'est encore des méthodes à prendre avec beaucoup de précaution, puisqu'on sait que si on augmente la dose par séance, puisqu'on est quand même obligé d'augmenter la dose par séance pour en proposer moins, on a parfois tendance à augmenter les effets secondaires tardifs de la radiothérapie, donc qui peuvent être notamment la fibrose, il peut y avoir parfois des problèmes d'hyperpigmentation cutanée résiduelle, qui peuvent être un petit peu embêtants, donc plutôt des schémas thérapeutiques finalement à proposer peut-être à des patientes âgées pour leur éviter une altération de la qualité de vie et par le nombre élevé de transports et un temps de traitement long, et chez des patientes qui ne feront pas forcément les effets secondaires tardifs qui apparaissent souvent, qui peuvent apparaître après une dizaine d'années après cette radiothérapie, tout en finalement leur conservant de bons résultats en termes de contrôle de la maladie. Alors l'intérêt de la RCNI, donc la RCNI c'est la modulation d'intensité, donc ça on vous présentera ça lors de la visite du service de radiothérapie avec des exemples de dosimétrie qui peut être obtenue de 2 manières, par la technique de tomothérapie, donc on a un backless 2 appareils de tomothérapie, et par la technique du Rapidart. Donc on vous fera voir ces machines lors de la visite du département de radiothérapie. Et donc ça peut présenter un avantage, un intérêt, et dans la couverture de volume cible un petit peu complexe, et lorsque l'on cherche à épargner des tissus sains. Donc dans certaines situations, par exemple les irradiations mammaires bilatérales, les antécédents de radiothérapie thoracique, certaines formes anatomiques un petit peu compliquées, des irradiations complexes lorsqu'on veut irradier plusieurs aires ganglionnaires par exemple. Donc voilà, par exemple là une anatomie un petit peu particulière chez une patiente. Donc un traitement classique du sein se fait par 2 faisceaux, un faisceau qui vient par là, un faisceau qui vient par ici. Là on se rend compte que c'est une forme de thorax un petit peu particulière, et on voit qu'en passant par une technique classique de radiothérapie, on irradie énormément de tranches cardiaques, donc avec une toxicité cardiaque qui n'est pas négligeable. Et on voit qu'avec ces nouvelles techniques de radiothérapie, on arrive vraiment à conformer la dose autour de la zone que l'on veut irradier, tout en épargnant au maximum les organes à risque avoisinants. Voilà, dans des irradiations par exemple complexes d'aires ganglionnaires, là c'était une patiente par exemple qui avait déjà eu une radiothérapie de ce côté-là, on cherchait à irradier ici, plus une rechute ganglionnaire en controlatéral. Par une technique classique, on n'y serait pas arrivé. Avec ces nouvelles techniques de radiothérapie, on y arrive finalement sans trop de difficultés. Les inconvénients, c'est un volume de tissu sain
irradié à faible dose qui se retrouve quand même plus important que par une technique classique, et puis des mouvements respiratoires qu'il faut prendre en compte. Et puis, bon, nécessité toujours de comparer avec une technique classique et une technique, on va dire, un petit peu plus nouvelle, toujours prouver qu'on apporte quand même un bénéfice par rapport à une technique classique. Alors ensuite, on a des irradiations, donc toujours dans le but de diminuer le nombre de séances. On a aussi une irradiation, donc ça c'est un petit peu l'extrême finalement de la réduction du nombre de séances, donc d'irradiation partielle accélérée. Comme je vous l'ai dit, un schéma classique, on irradie l'ensemble du sein avec un complément de dose dans le lit opératoire. En irradiation partielle accélérée, comme on a montré par différentes études que le maximum de rechute se situait quand même dans le cadran dans lequel il y avait la tumeur, au moment où il y avait la tumeur initialement, on a développé outre-Atlantique des principes d'irradiation partielle accélérée. Dans le but toujours de diminuer le déplacement des patients, on irradie uniquement le lit opératoire, non plus selon une technique de radiothérapie opératoire comme on vous l'a exposé précédemment, mais par une technique de radiothérapie un petit peu plus classique. Donc là, on fait 2 séances par jour, espacées de 8 heures pour permettre la réparation des tissus sains entre les 2 séances de radiothérapie. Et par contre, c'est un traitement qui est sur 5 jours. Donc ça, c'est un essai thérapeutique qui a lieu en ce moment, donc un essai français, donc qui compare le schéma classique, toujours, parce qu'il faut toujours se comparer au schéma classique pour prouver qu'on ne fait pas moins bien, et avec une irradiation partielle en 10 séances sur une semaine. Le critère de jugement principal, c'est le taux de rechute intramammaire. Donc le but de cette étude, c'est de montrer qu'on ne fait pas moins bien en faisant moins de séances. Mais toujours pareil, à proposer chez des patients rigoureusement sélectionnés. Donc ensuite, des techniques d'asservissement respiratoire, parce que la radiothérapie elle peut entraîner des effets secondaires sur le plan cardiaque, en particulier lors d'irradiation mammaire gauche, des arythmies cardiaques, des péricardites, qui sont l'inflammation de l'enveloppe du cœur, et des accidents ischémiques, et un petit surrisque d'infarctus du myocarde après une irradiation mammaire gauche. Donc le but de l'asservissement respiratoire, c'est de traiter pendant la phase d'inspiration pour intercaler entre les faisceaux d'irradiation et le cœur une tranche pulmonaire et donc éloigner la zone traitée du muscle cardiaque. Donc 2 techniques, le spiromètre ou une deuxième technique donc, de détection par infrarouge du cycle respiratoire. Donc voilà, par exemple, on voit ici une irradiation sans asservissement respiratoire où on irradie une petite portion de cœur, et là, donc, en faisant l'irradiation en inspiration, donc en gonflant les poumons, on arrive à épargner totalement le cœur. Donc les tendances actuelles, on va vers une radiothérapie qui est plus personnalisée. Donc on proposera dans les années à venir plus la même radiothérapie pour chaque patient, contrairement à ce qu'on faisait encore il y a quelques années, et un meilleur ciblage qui permet donc des schémas plus courts, une meilleure épargne des organes à risque, et puis on essaye de faire une désescalade thérapeutique. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bonsoir, moi je suis médecin oncologue médical, c'est-à-dire que je ne fais pas de rayon, enfin en tout cas je ne traite pas les patients avec de la radioactivité, mais par des médicaments, et donc je m'occupe principalement de patients qui ont des cancers du sein. Je n'ai pas pu m'empêcher de vous mettre quelques chiffres, mais le docteur Lacroix l'avait déjà fait, donc pour vous montrer la fréquence du cancer du sein, en tout cas pour la France et pour l'année 2012, à peu près 49 000 nouveaux cas diagnostiqués, et donc c'est un chiffre qui est à peu près constant sur les dernières années. Avec des taux de survie élevés, c'est-à-dire qu'on arrive de plus en plus et de mieux en mieux, par rapport aux années 70 par exemple, à guérir les patientes. Hein, donc on parle plus de taux de survie que de guérison, c'est le langage un petit peu médical. Et donc pour vous dire que si on prend en compte l'ensemble des patients qui ont eu un diagnostic de cancer du sein dans les 5 années qui précèdent, eh bien, le cancer du sein va concerner en France environ 209 000 patientes, juste pour 5 années écoulées. Donc une vraie problématique extrêmement fréquente.
Alors quel traitement en 2015? On a déjà vu avec les docteurs Lebrun et puis docteur Geffrelot les traitements de chirurgie et de radiothérapie, qui sont des traitements localisés, qui vont aller traiter une zone bien précise du corps. Donc quand il s'agit de cancer du sein, c'est un traitement qui s'intéresse au sein et parfois donc aux ganglions de l'aisselle. Les traitements médicamenteux sont de 3 catégories. Il y a la chimiothérapie, les thérapies ciblées et l'hormonothérapie. Alors l'objectif de ces traitements médicamenteux, bien sûr, c'est de détruire les cellules cancéreuses et ainsi d'augmenter les chances de guérison des patientes quand cela est possible. Et quand la guérison n'est pas possible, eh bien, ces médicaments ont également toute leur utilité pour permettre aux patients de vivre le plus longtemps possible avec leur maladie, avec le moins d'effets secondaires possible et la meilleure qualité de vie possible. Alors, les critères de choix des traitements, c'est valable aussi pour la chirurgie et la radiothérapie, mais c'est particulièrement vrai pour les médicaments. La chimiothérapie, les thérapies ciblées, sont des traitements qui sont parfois extrêmement toxiques, en tout cas qui ont potentiellement des effets secondaires importants. Et donc les critères de choix, évidemment, ils dépendent et sont en premier lieu du patient, de l'âge du patient. On ne traite pas pareil une femme de 40 ans qu'une femme de 70 ou 80 ans. L'état général, ça c'est des scores qu'on utilise beaucoup en cancérologie, c'est en gros l'état de forme du patient. Et puis ce que nous on appelle les fonctions vitales, c'est-à-dire qu'on évalue aussi le fonctionnement des reins, du foie, du cœur, l'état nutritionnel du patient, parce que tous ces paramètres vont faire que l'organisme est plus ou moins apte à supporter tel ou tel traitement. Et puis bien sûr, il y a des caractéristiques liées au cancer lui-même, ce qu'on appelle les caractéristiques macroscopiques qui nous sont données par les laboratoires d'anatomopathologie, donc la taille réelle de la tumeur. Il y a la taille qu'on peut estimer sur l'imagerie dont vous a parlé le docteur Lacroix, et puis après il y a la taille qu'on mesure, moi ce que j'appelle la taille réelle, c'est la taille mesurée au microscope une fois que la tumeur a été retirée. L'atteinte ganglionnaire, est-ce que les ganglions de l'aisselle, quand on parle de cancer du sein, sont atteints ou pas par les cellules cancéreuses? Et puis après, il y a toute une analyse qu'on appelle nous l'analyse histologique, l'analyse moléculaire, qui vont analyser donc, au sein de la cellule l'existence ou non de certaines protéines qui vont permettre de choisir les traitements médicamenteux les plus adaptés. Et puis bien sûr, on prend en compte le fait qu'il y a une extension ou pas à d'autres organes que le sein. C'est en gros, est-ce qu'on a un cancer généralisé à d'autres organes ou est-ce qu'il est uniquement localisé au sein et à l'aisselle? Alors les critères de choix des traitements, les critères classiques, c'est ce qu'on appelle l'histologie. Donc c'est cette partie donc, gauche de la diapositive. Ça c'est ce que le médecin anatomopathologiste voit au microscope. Et donc avec la description des cellules et l'analyse qu'il va en faire, il va faire un compte-rendu qui va nous permettre de déterminer les traitements. Et puis en 2002, il y avait une publication extrêmement intéressante sur l'analyse de gènes qu'on peut faire au sein des cellules cancéreuses. C'était déjà en 2002. Et pour le cancer du sein, on avait identifié un panel de 70 gènes qui permettaient de déterminer de façon assez précise le pronostic, c'est-à-dire la plus ou moins grande agressivité de la tumeur. C'est ce qu'on appelait la signature d'Amsterdam. C'était il y a 12 ans et donc là en 2014, on est bientôt en 2015. C'est pas encore quelque chose qu'on peut utiliser en routine standard. C'est pas quelque chose qui est disponible pour les patients. C'est pour vous montrer aussi que la recherche avance, mais pas toujours aussi vite que ce qu'on voudrait. Alors la chimiothérapie, donc ce sont des médicaments, c'est ce que je vous ai dit. Ça peut se faire soit en perfusion, et donc avec des précautions d'asepsie et des précautions d'hygiène bien sûr extrêmement rigoureuses. Ça a lieu à l'hôpital, mais la chimiothérapie, ça existe aussi sous forme de comprimés, et dans ces cas-là, les patients peuvent aller chercher le traitement à la pharmacie et le prendre donc à domicile. L'objectif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de détruire les cellules cancéreuses. Alors comment est-ce qu'on va choisir? Je vous ai parlé des critères qui sont liés aux patients et des critères qui sont liés à la tumeur, mais comment est-ce qu'on sait du coup quel type de médicament choisir? Parce que la chimiothérapie, en réalité, ce n'est pas un médicament, c'est une famille qui comprend des dizaines et des dizaines de médicaments différents. Et on ne traite pas un cancer du sein avec la même chimiothérapie que l'on va traiter un cancer de la vessie ou par exemple un cancer de la peau comme les mélanomes. Donc tout est basé sur l'evidence-based medicine, c'est-à-dire la médecine basée sur les preuves, et donc toutes les molécules qui sont autorisées par les experts nationaux et par les experts internationaux sont basées sur des études de recherche clinique qui ont eu lieu auparavant. Les thérapies ciblées, ce sont d'autres types de médicaments, une autre famille de médicaments
qui, comme leur nom l'indique, vont agir sur une cible. Alors la cible, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être soit une protéine qui se trouve dans la cellule cancéreuse, qui participe à la formation de la tumeur. Donc c'est ce qu'on appelle une protéine activatrice. Ou bien la thérapie ciblée peut agir sur un autre type de protéine, qui est une protéine qui habituellement va participer à la destruction des cellules cancéreuses, puisque dans les cellules de notre organisme, il y a des mécanismes de mort cellulaire qui se déclenchent de façon naturelle sur des cellules normales, qui sont parfois un petit peu déréglées dans les cellules cancéreuses. C'est-à-dire que les cellules cancéreuses ont tendance à avoir une certaine immortalité. Elles ont perdu leur mécanisme de mort cellulaire, et donc la thérapie ciblée peut tenter de restaurer ces mécanismes de mort cellulaire pour que la cellule cancéreuse meure. En tout cas, les thérapies ciblées interagissent avec des protéines qui vont intervenir soit dans la prolifération et la survie, qui vont intervenir sur la prolifération et la survie des cellules cancéreuses. Alors là, c'est un exemple très simplifié en réalité, parce qu'on ne connaît pas bien sûr toutes les protéines et les molécules qui existent à l'échelle d'une cellule. Donc là, vous avez une seule cellule qui est symbolisée avec plein de petits noms compliqués de protéines et de voies de signalisation. C'est une toute petite catégorie de ce que l'on peut connaître et de ce qui existe en réalité à l'intérieur d'une cellule. C'est pour vous montrer que les thérapies ciblées, c'est un très joli concept et ça fonctionne très très bien, mais c'est extrêmement compliqué. Et qu'au jour d'aujourd'hui, on a des protéines qui vont agir sur une cible, au maximum sur 2 à 3 cibles, et vous voyez bien qu'il y en a beaucoup plus en réalité à traiter avec, lorsqu'on est dans une cellule cancéreuse. Donc elles peuvent être utilisées soit toutes seules, ces thérapies ciblées, soit en association avec les autres familles de médicaments, la chimiothérapie ou l'hormonothérapie. Dans le cancer du sein, il y a 2 grandes familles qui sont les plus développées à l'heure actuelle. Il y a ce qu'on appelle les thérapies anti-HER2, avec une première molécule qui a été mise à disposition des patientes en France en 2004. Et depuis 2004, donc sur 10 ans, on a maintenant déjà 2 autres nouvelles molécules qui ont eu leur autorisation de mise sur le marché. En 2013, en 2014, il y en a plein d'autres qui arrivent. Donc la HER2, c'est une anomalie qui se trouve sur certains types de cancers du sein, à peu près 15% des cancers du sein. Et quand on a cette anomalie HER2, on a un cancer qui est un peu plus grave, mais on peut bénéficier de ces thérapies ciblées. Et ces thérapies ciblées sont extrêmement efficaces et permettent de guérir beaucoup de patients. Et puis il y a d'autres catégories qu'on appelle les thérapies anti-angiogéniques qui, elles, vont interagir en fait sur tout l'environnement de la cellule tumorale. Une cellule, qu'elle soit tumorale ou normale, elle ne peut pas se développer toute seule. Si on la met dans une éprouvette ou dans un tube à essai, elle ne peut pas se développer, elle va mourir. Donc dans l'organisme, que ce soit au sein des tumeurs ou au sein des tissus normaux, il y a ce qu'on appelle le micro-environnement tumoral, qui en gros apporte tous les éléments nutritifs et puis tout le tissu de soutien pour que les cellules cancéreuses se développent et forment une tumeur. Et donc les thérapies anti-angiogéniques, ce sont des thérapies qui vont empêcher la tumeur de fabriquer ses propres vaisseaux sanguins pour se nourrir. Donc on participe d'une certaine façon à la mort de la cellule. Et puis il y a une dernière catégorie de médicaments qu'on utilise dans le cancer du sein, qui n'est pas utilisée dans d'autres types de cancers, hormis les cancers de la prostate chez les messieurs, c'est l'hormonothérapie. Parce que quand on est une femme, on sécrète de façon naturelle et physiologique des hormones. Alors on en sécrète plein, mais celle qui nous intéresse dans le cancer du sein, c'est les œstrogènes et la progestérone, même quand on est ménopausé. Donc, quand on est ménopausé, on en fabrique moins, mais on en fabrique quand même. Et on sait que ces hormones-là, elles peuvent, dans un certain nombre de situations, dans un certain nombre de cancers du sein, eh bien, elles peuvent activer la croissance des cellules cancéreuses. Alors, comment est-ce qu'on va savoir si notre traitement d'hormonothérapie va être utile ou pas? Eh bien, ça, c'est le médecin du laboratoire qui nous le dit quand il fait l'analyse après la chirurgie ou après les prélèvements. Il analyse la tumeur. Si la tumeur contient des récepteurs aux hormones, c'est-à-dire des protéines capables de capter les œstrogènes et donc d'enclencher une prolifération de la cellule cancéreuse, si on a ces anomalies-là au niveau de la cellule cancéreuse, on sait qu'on va pouvoir bloquer ce mécanisme de prolifération par ces médicaments que sont l'hormonothérapie. Donc là, c'est un exemple de mécanisme d'action. Donc, le récepteur aux œstrogènes est symbolisé par cette petite brique bleue. Et en vert, ce sont les hormones donc, qui sont fabriquées par l'organisme féminin, qui, s'ils se fixent là-dessus, vont entraîner une prolifération, une multiplication des cellules cancéreuses. Et les médicaments d'hormonothérapie, donc soit le tamoxifène ici, soit plus haut, ce qu'on appelle les inhibiteurs de l'aromatase, c'est
deux grosses familles de traitements d'hormonothérapie, vont empêcher que l'œstradiol se fixe ici. Donc le tamoxifène, par exemple, il se fixe sur le récepteur, et une fois qu'il est fixé, eh bien l'hormone ne peut plus aller se mettre à cette place-là, et c'est comme ça qu'il va empêcher la prolifération des cellules cancéreuses. Donc le principe du traitement, c'est ce que je vous ai dit, le but c'est d'empêcher en fait l'effet des œstrogènes pour éviter qu'elles n'entraînent une prolifération des cellules cancéreuses. Alors en conclusion, je ne vous ai pas cité évidemment le nom des médicaments parce qu'il y en a énormément en développement, qui sont déjà disponibles, et il y en a encore énormément en développement. Donc tous ces médicaments, pour qu'ils soient disponibles, il faut qu'ils soient validés dans le cadre d'essais thérapeutiques, qui font l'objet après de publications. Et ce qu'ont déjà dit mes collègues précédemment, c'est qu'on s'oriente de plus en plus vers un traitement personnalisé à la carte. Puisque plus on améliore les connaissances